Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Des planches vous ont permis de construire votre maison dans un monde de la BD où vous avez débuté à un âge où beaucoup d'autres sont contents d'en lire. Bonjour Jacques Glénat. Bonjour. Alors 50 ans de carrière et d'édition en bande dessinée, on va en parler bien sûr tout à l'heure, mais on va parler de votre parcours qui est quand même assez surréaliste, un parcours d'un amateur devenu un professionnel. Et ça, à partir de dates clés, comme tous les jours dans les clés d'une vie. Première date que j'ai trouvée, c'est le 23 octobre 1958. Elle ne vous concerne pas directement, mais elle concerne des personnages que Dorothée a chantés. Il y a longtemps loin d'ici, vivait dans un pays étrange et merveilleux, des petits lutins joyeux. Dans la planche 37 de la flûte à six trous, qui deviendra la flûte à six schtroumpfs, apparaissent ces personnages. Et vous avez demandé à Peyo l'autorisation d'appeler Schtroumpf votre premier journal. Et oui, parce qu'il était tout petit. Et puis, pour moi, la bande dessinée, c'était essentiellement... Le berceau de la BD, c'est la Belgique. Bien sûr. Donc j'ai eu la chance à cette époque d'aller voir des Peyo, Franquin, Hergé, Jacobs, qui étaient étonnés qu'on s'intéresse à eux, oui. Puisque la plupart du temps, quand ils rencontraient des gens et qu'ils disaient qu'ils faisaient de la bande dessinée, on leur disait « Mais à part ça, pour vivre, vous faites quoi vraiment ?» Voilà. Eh ben non, ils faisaient de la bande dessinée, et moi je le savais, et j'étais vraiment très impressionné de rencontrer ces grands auteurs de la BD qui sont aujourd'hui les statues. Oui, et ils vivaient tranquillement dans leur coin, persuadés qu'ils travaillaient pour les enfants. Hergé l'a compris d'ailleurs, qu'il a compris son intérêt quand les trois hommes qui sont marchés sur la Lune sont venus le voir en disant « On connaît vos albums », mais sinon personne ne s'en apercevait. Et à propos des Schtroumpfs, il y a une légende, on dit que le mot Schtroumpf serait né parce que Peyo a tendu le sel à Franquin en disant « Passe-moi le Schtroumpf ». Et je confirme. Oui, mais alors Tibet, dessinateur de Ricochet, avait une autre formule beaucoup plus coquine. Il disait qu'en réalité, le mot Schtroumpf, c'est la façon dont Madame Franquin désignait la partie intime de son mari. Ah ça, alors là, c'est très délicat. C'est une légende. Je n'en sais rien. Alors, le journal de Spirou, c'est votre Madeleine de Proust, Jacques Glénat. À l'âge de 12 ans, je crois, votre grand-mère vous y a abonné. Oui, ça c'était le grand cadeau, c'est d'être abonné à Spirou et puis ensuite bien sûr aux autres journaux de l'époque qui s'appelaient Tintin, qui sortaient le mercredi. Qui sortaient le mercredi. Donc le bonheur de descendre à la boîte aux lettres pour y prélever son Spirou hebdomadaire et se jeter sur la suite de Bugdani, Lucky Luke, etc. C'est inoubliable. Oui, d'autant plus que c'était le temps des feuilletonistes. On faisait 2 planches ou 1 planche par semaine avec une chute pour qu'on ait envie d'acheter le journal la semaine suivante, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Quel travail extraordinaire des scénaristes de découper comme ça. La première image résume la page de la semaine d'avant. Ensuite, l'histoire se déroule sur 1 ou 2 pages. Et la dernière relance avec en général un mot de stupéfaction. Alors, oh, ah, de manière à ce qu'on aille acheter le Spirou la semaine suivante. Tout à fait. Alors, votre premier journal, Schtroumpf, je crois que vous auriez pu marquer édité sur la Ronéo du lycée ou de la fac. Oui, c'était pas marqué, imprimé en machin, mais c'est effectivement, j'étais à la fac et donc on me prêtait la Ronéo pour imprimer mon petit journal que je brochais à la main et que je mettais sous enveloppe pour envoyer aux gens qui s'étaient gentiment abonnés. Je crois qu'il y avait 125 abonnés au départ. Ah, quelle mémoire! Et ce journal, en plus, votre grand-mère, je crois, agrafait les pages. Ah oui, c'était un travail familial. Il fallait agrafer, assembler, plier pour satisfaire tous ces abonnés que je n'ai jamais osé lâcher. C'est pour ça que j'en ai fait une maison d'édition. Voilà. Alors tout ça se passe à Grenoble, dans l'appartement familial, où d'ailleurs les premiers numéros de Schtroumpf, qui a grandi, qui est devenu les cahiers de la BD, sont sur le sol. Il y a une sorte de chemin de fer qui est fait sur le tapis de la grand-mère. Oui, c'était pour faire la cueillette des pages et assembler les numéros. Et tout est né d'un fanzine qui s'appelait Rantanplan, Jacques Glénat. Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas d'autres moyens de s'exprimer que de faire des petits journaux qu'on appelait des fanzines, Fanatic Magazine, sur le modèle américain. Et donc, nous étions en concurrence avec plusieurs. Il y avait Rantanplan, il y avait un fanzine en Suisse, en Belgique, en Italie, il y en avait un peu de partout. Et donc, on s'informait par ces moyens-là, puisque... Aujourd'hui, il y a d'autres moyens de s'informer pour aller beaucoup plus vite. Et je me suis un peu renseigné, le premier fanzine est aux États-Unis, s'appelait The Comet. En 1930, il publiait des correspondances de fans de science-fiction. Voilà, c'était le début. Et ensuite, vous avez grandi, et les Schtroumpfs est devenu les cahiers de la bande dessinée, ce qui n'existait pas à l'époque, Jacques Glénat.
Non, mais j'avoue que je m'étais largement inspiré d'un célèbre journal qui s'appelle Les Cahiers du cinéma. Oui. Et je m'étais dit qu'il fallait, la BD méritait bien au moins la même chose. Donc, en s'appelant Les Cahiers de la bande dessinée, on est sorti de la Ronéo de l'école et du lycée pour passer à l'imprimerie Offset. Et là, les tirages ont commencé à augmenter. On a commencé à porter cette revue dans les premières librairies qui s'intéressaient à la BD. Il y en avait très peu à l'époque. Et c'est comme ça que l'aventure des éditions Glénat a commencé. Oui, je crois que vous preniez le train la nuit Grenoble-Paris pour porter ces exemplaires, Jacques Glénat. Exactement, on peut rajouter avec des culottes courtes, puisque c'est la légende. Oui, on raconte, mais moi je me souviens de vous à 17 ans, traînant dans les salons, et on vous considérait comme un fan, un collectionneur, et pas du tout comme un éditeur. Non, écoutez, j'espère que ça continue comme ça. Oui, mais pas seulement. Mais à l'époque, vous faisiez des études de pharmacie, je crois, que vous avez abandonné pour devenir éditeur. Il fallait donner le change à mes parents en disant que je faisais des études intéressantes, tout à fait, mais elles m'ont pas poursuivi longtemps, mes études. Non, elles ne vous ont pas rattrapé non plus. Et finalement, un jour, vous avez décidé de passer de l'autre côté de la barrière ? Un jour, j'ai vu que c'était ma passion. Ma grand-mère était là pour me soutenir et me prêter une partie des 20 000 francs du capital de la société. Et c'est comme ça que la petite société Glénat a démarré et a grandi au fil du temps. Mais vous pensiez au départ faire ce métier-là, Jacques Glénat ? Absolument pas. Je ne savais pas que c'était impossible, sinon je l'aurais pas fait. Oui, mais surtout, en plus, à l'époque, il y avait quelques éditeurs, Dargaud, Lombard, Dupuis. Vous arriviez comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'était mes grands maîtres. J'achetais tous leurs bouquins et je faisais exactement comme eux avec mes tout petits moyens, puisque l'entreprise avait 2 employés, ma femme et moi. Donc évidemment, il n'y avait pas de concurrence avec mes grands maîtres. Voilà. Et vous aviez écrit quelques articles dans Schtroumpf et après vous avez arrêté. Alors, comme j'étais passionné, j'avais besoin d'écrire pour raconter ma passion, mais après, j'ai fait travailler les autres. Voilà. Et vous continuez à faire travailler les autres, et vous avez réussi beaucoup de choses. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 27 janvier 1974. A tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Glénat. Sud Radio, P6. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jacques Glénat, éditeur, 50 ans d'édition. D'ailleurs, on va parler tout à l'heure de ce cahier qui est sorti pour cet anniversaire. Et on revient à des dates clés de votre carrière d'éditeur, le 27 janvier 1974. À quelle heure ? C'était à peu près à 18h, un prix à Angoulême, le premier prix d'Angoulême. Oui, je me souviens. Car le salon d'Angoulême vient d'être créé, c'est la première édition, et vous recevez un Alfred, à l'époque c'était un hommage à Alain Sotogan, Zygépus et Alfred, et vous recevez un prix qui sera le premier et le dernier, Jacques Glénat. Oui, je me souviens bien qu'il m'avait fait monter sur scène pour remettre cet Alfred, qui était le prix du meilleur éditeur. Et ça a fait tellement d'histoire, évidemment, dans l'édition, qui est un meilleur éditeur, que le prix n'a jamais été renouvelé. J'ai donc le seul prix qui a été donné à Angoulême en tant qu'éditeur. C'était le premier Angoulême, et je les ai tous faits, les 47 salons d'Angoulême. Je suis le dernier des Mohicans. Hein. Voilà. Mais alors, ce salon d'Angoulême n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui à l'époque, Jacques Glénat. C'était tout petit, ça se passait, je crois, dans un petit musée. Oui. Il y avait des petits bouts de stand. Après est arrivée une tente pour avoir un peu plus de place. C'était très bonhomme. On était tous entre fans. Il y avait déjà quelques personnes qui venaient des États-Unis, de l'Italie, mais enfin, on n'en parlait pas. Et ça, évidemment, ça n'était pas du tout le retentissement qu'il y a aujourd'hui avec la bande dessinée en général. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la sortie annuelle des auteurs qui passent des heures et des heures chaque jour devant leur planche. Et moi, j'ai connu une discothèque, le Piano Rétro, où le travail des éditeurs consistait à aller chercher les auteurs à 6h du matin après une nuit bien arrosée parce qu'on était à Angoulême. Oui, alors les boîtes de nuit ont un peu disparu à Angoulême et les auteurs sont plus raisonnables, mais il reste que c'est une fête et une ambiance sympathique. Alors tout a commencé, et pour ce prix en particulier, Jacques Glénat, avec une petite société, et vous avez édité Constant Souci de Greg, qui était parue dans Tintin et dont les éditions du Lombard ne voulaient pas. J'étais un peu, le récupérateur de ce que les grands éditeurs ne voulaient pas faire, mais c'est comme ça que, par exemple, j'ai publié Les Gnangnans, qui est de Claire Bretéché, la regrettée Claire qui nous a quittés la semaine dernière. C'était son premier album, sa première série, et c'était chez Glénat, j'étais très fier. Voilà. Et on va écouter d'ailleurs la voix de Claire Bretéché. J'ai mis un bout de temps à me trouver, c'est moi qui vous le dis. D'abord, j'ai rencontré Jésus.
Mais il y avait certains trucs, j'étais contre. Elle avait beaucoup Je d'humour, laissais Claire tomber. Bretéché. Elle avait arrêté de dessiner il y a quelques années, elle en avait marre, et je crois que la disparition de son mari, Guy Carcassonne, l'a complètement achevée. Oui, tout à fait. Elle a eu quelques malheurs. Et elle avait fondé l'Écho des Savanes avec Gottlieb Et au dé- Mandrika. et Mandrika. Et à l'époque, c'était un journal révolutionnaire puisqu'il y avait un peu de sexe qui n'existait pas dans la BD. Et Constance aussi, je me suis un peu renseigné. C'était une série un peu oubliée aujourd'hui. Je dois être l'un des derniers à voir l'album. C'était une reprise de Gordien haineux qui était paru dans le journal du dimanche en supplément hebdo et le journal du dimanche avait voulu faire la même chose qu'aux États-Unis et ça n'a pas marché. Jacques, vous êtes vraiment un grand spécialiste de l'histoire de la bande dessinée. Ah, vous confirmez tout ça. Alors, c'est une époque où finalement les éditeurs ne considéraient pas forcément les séries populaires comme les plus importantes. On essayait de faire autre chose. Les grandes séries populaires, c'était des auteurs qui, inlassablement, chaque année, dessinaient un album complet de leurs personnages. C'est comme ça que on peut parler encore de Michel Tanguy, de Ricochet, voire même des Schtroumpfs aussi. Et je pense que quelque part, le public a été intéressé par des choses un peu plus nouvelles à partir des années 70. L'Écho des Savanes et Pilote ont tout à coup modifié le lectorat de la bande dessinée, l'ont rendu plus adulte, plus alerte, moins enfantin. Et c'est là que la bande dessinée a commencé enfin à être considérée comme un art nouveau. Oui, et vous avez quand même fait dans le classique, puisque vos premiers albums, c'était des albums d'illustration de deux maîtres de la bande dessinée, Jacques Léna, Edgar Jacobs et Paul Cuvelier. Et oui, c'était deux grands messieurs que j'étais allé voir à Bruxelles aussi, qui m'accueillaient toujours très gentiment, très content de voir des gens qui connaissaient leur œuvre et qui en étaient passionnés. Oui, car Edgar Jacobs, qui est culte aujourd'hui, à l'époque, il faisait ses planches toujours en retard, mais les albums ne se vendaient pas. On vendait les journaux, mais pas les albums. Non, Black et Mortimer, ça se vendait pas bien. C'est Voilà. seulement depuis une vingtaine d'années qu'il y a une certaine nostalgie qui a fait que ces deux personnages, pourtant un peu vieillots et vieillissants, sont très aujourd'hui demandés par le lectorat. Oui, et Paul Cuvelier dessinait Corentin, et il avait une habitude, c'est-à-dire il apportait ses planches de Verviers à Bruxelles, et ça coûtait 1 euro, et il faisait une note de frais d'1 euro, l'équivalent d'1 euro à chaque fois, pour rembourser le billet de train. Paul Cuvelier était aussi un grand peintre, un grand dessinateur de femmes aussi, Oui. qui a toujours vécu dans la difficulté. Et alors, votre premier succès, c'est un album qui s'appelle Humour noir et homme en blanc de Claude Serre, un album de dessin, car vous étiez passionné de dessin d'humour, Jacques Léna. Oui, je collectionnais même tous les grands journaux depuis l'Assiette au beurre qui ont publié des dessins de presse, des dessins satiriques. Et donc j'aimais cette façon qu'avait Claude Serre de dessiner à la Daumier avec beaucoup de croisillons. Il avait fait cet album sur les médecins dont la couverture est très connue. C'est ce masseur qui arrache la peau de son client. Et ce poster qu'on a fait avec ce dessin, il a fait le tour de tous les cabinets de kiné du monde entier. Et ça a fait votre premier succès. C'est un des premiers succès, tout à fait. Et vous parlez de l'Assiette au beurre, qui était un journal dans les années 1850-1900. D'abord, le mot beurre, c'est Vidocq qui l'avait inventé en parlant de l'argent gagné et négocié. Et l'Assiette au beurre, c'est une expression qui signifie avoir toutes les jouissances que procure la fortune et celles que procure une belle situation. Et bravo. Et cette Assiette au beurre, ça a été le journal d'humour qui a fait un petit peu déclencher votre passion. Ben oui, je cherchais les dessins de Steinlein, de tous les grands dessinateurs de l'époque, et j'ai une petite maladie qui s'appelle la collectionnite aiguë, et donc évidemment, du moment que j'ai un numéro d'un journal, il faut que j'ai la collection complète. Voilà. Et vous avez vous-même fait des journaux, et le premier est sorti un 1er avril, c'était le Canard sauvage, Jacques Léna. Oui, le Canard sauvage, c'était la même période que l'Écho des Savanes, et un peu le même genre, c'est-à-dire donner à des auteurs traditionnels le moyen de s'exprimer d'une manière un peu plus légère et différente dans des histoires courtes. Et le Canard sauvage a révélé des grands talents et des grands noms, comme Francis Mas, par exemple. Oui, et il y a eu aussi Vécu et Circus. C'est dans Circus que sont parues les premières planches d'une série qui est culte pour les amateurs, qui s'appelait Les Passagers du vent de François Bourgeon. Très belle série. François Bourgeon faisait des histoires dans des magazines catholiques. On l'avait repéré et on lui avait demandé de créer une histoire spécifique qu'il a fait autour de la marine au 18e et qui a été un succès considérable. Je dirais que c'est le premier grand succès de la bande dessinée réaliste. C'était des tirages qui étaient vraiment énormes et cette série, elle a fait le tour de tous les amateurs de BD qui effectivement la considèrent comme une série culte maintenant. Oui, et on a recensé, je crois, 18 traductions.
dans le monde. Oui, elle a été publiée dans beaucoup de pays, dans beaucoup de langues. Ça, c'est le métier de l'éditeur, de faire connaître l'œuvre dans tous les pays du monde, si possible. Justement, et le métier de l'éditeur consiste aussi à trouver ce genre de sujet et à trouver le bon auteur. Il faut avoir un flair, Jacques Glénat, une passion. Il faut avoir une passion qui, du coup, donne des goûts et donne des envies. Et puis, ce métier d'éditeur, c'est l'éternel problème entre regretter d'avoir fait des livres qui peut-être n'étaient pas très intéressants ou bien avoir les remords de ne pas en avoir fait d'autres. Donc c'est un métier de tous les instants, d'être attentif à tout ce qui se publie, à tous les auteurs qui œuvrent et à donner leur chance au plus de gens possible. Et c'est à cette époque, Jacques Glénat, que l'on a commencé à parler de la bande dessinée comme un 9e art. Expression qui est dans la cuisine mais pas dans la BD. Oui, j'ai toujours été un peu réticent à ce 9e art, puisque le 8e serait la télévision. Oui. Mais puisque aujourd'hui c'est consacré, on va dire que la bande dessinée, c'est le 9e art. Voilà. Et c'est Maurice qui a lancé l'expression dans le journal de Spirou en faisant une sorte de musée de la BD qu'il a appelé l'histoire du 9e art. Voilà, il racontait toute l'histoire de la bande dessinée. C'était une rubrique passionnante pour moi, j'ai tout appris là-dedans. Et vous avez aussi appris à faire des succès. Et l'un des plus étonnants est un auteur qu'on a reçu d'ailleurs dans Les Clés d'une vie, qui est Zep avec Titeuf. Là, c'est devenu un phénomène de société. Comment c'est né ? Alors, c'est né parce que Titeuf, c'est un petit garçon qui vit dans la période moderne. Je sais pas, par exemple, tout le monde connaît Boule et Bill. Dans Boule et Bill, Boule, il va à l'école tranquillement. La maman, elle passe sa vie à faire la vaisselle dans les albums de Boule et Bill. Le papa, il va au travail, il en a un, tout va bien. Il y a la jolie maison avec le petit jardin, etc. Dans Titeuf, c'est exactement le contraire. La maman, elle a une petite sœur, mais on comprend que c'était pas prévu. Le papa, il est au chômage. Titeuf, il va à l'école où il découvre la vraie vie, c'est-à-dire la bagarre, la drogue, le sexe, pour autant que on puisse dire ce mot pour des enfants de 10 ans. Enfin, il a des relations qui sont celles d'aujourd'hui, et ça a enthousiasmé toute cette génération qui avait 10 ans dans les années 2000, et c'est comme ça que Titeuf est devenu le plus grand best-seller français, puisqu'on vendait 2 millions et demi d'exemplaires de chaque nouveauté. C'était absolument extraordinaire. Ça dépassait même Astérix. Oui. Et comment c'est né ? Comment vous avez trouvé cet album, c'est très simple. Zep, qui est un auteur suisse très gentil, très discret, est allé voir à peu près tous les éditeurs qui ont dit non. Et puis chez Glénat, on avait un éditeur qui trouvait ça sympa, qui me l'a montré. Et puis on a dit, allez d'accord, on va faire ça, c'est drôle. Et c'est comme ça que Titeuf a commencé chez Glénat en 1991. Oui, avec 8000 exemplaires au départ. Même pas, oui. Même pas. Et je crois que ce sont les parents au départ qui ont découvert cette série et qui l'ont fait lire à leurs enfants. Alors ça, c'est très discuté parce que Titeuf n'est pas aimé par l'éducation nationale, oui, n'est pas toujours aimé par certaines familles, et on considère que c'était « touche pas, c'est sale », alors qu'au contraire, c'est un moyen pour les parents, en lisant Titeuf, de découvrir ce qui se passe vraiment dans les cours de récréation. Mais en même temps, je crois, et c'est arrivé à vos petits-enfants, qu'un enseignant a dit, surtout pendant les vacances, ne lis pas Titeuf. Voilà, et comme l'enseignant ne savait pas effectivement que le petit-fils de Glénat était dans la classe. Voilà. Et en même temps, au Brésil, Titeuf avec le guide du zizi sexuel a servi dans une campagne présidentielle. Ah ben, nous remercions beaucoup Monsieur Bolsonaro. D'ailleurs, nous allons rééditer une deuxième fois le guide du zizi sexuel, y compris au Brésil, parce qu'il l'a montré à la télévision, et ça fait un succès tel que l'éditeur brésilien a réimprimé 10 fois. Mais comment ça se fait ? Pourquoi ? Alors, je crois qu'il l'a pas lu. Simplement, quelqu'un lui a dit, regardez, il faut pas que les enfants lisent des choses comme ça, puisque c'est une éducation sexuelle, et que sans réfléchir, il a parlé comme ça à la télévision en tenant le livre devant lui. Donc, on peut pas rêver d'une meilleure promotion. Ça, je crois. En tout cas, tout ça dure depuis 50 ans, et on va en reparler à travers une autre date, le 1er septembre 2019, dans quelques instants sur Sud Radio, avec Jacques Glénat. Le kilo, catégorie 1. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jacques Glénat. 1er septembre 2019, sort un petit album, 50 ans d'édition Glénat, 50 ans de passion, où vous racontez votre parcours, encore une fois, que vous n'auriez pas imaginé, Jacques Glénat. Non, j'ai toujours avancé par passion, sans savoir où j'allais, et donc ça m'a bien réussi au fil du temps de suivre, de créer des choses nouvelles, de suivre des idées classiques et de créer des
personnages et des séries nouvelles. Donc, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui dépassent les 50 ans, et encore moins dans l'édition. Donc, j'ai pensé qu'il fallait fêter ça en se rappelant de tous les auteurs qu'on a eu l'honneur de publier et de tous les bouquins, puisqu'on en a publié chez Glénat quand même plus de 15 000. Oui. Il y a une grande bibliothèque au couvent Sainte-Cécile à Grenoble, qui est le siège historique de la maison, où il y a les 15 000 bouquins. Ça fait 6 étages de bibliothèque. Vous les avez pas tous lus? Si, quand même, je les connais tous. Bon, on en publie aujourd'hui beaucoup, donc je les lis un peu avant, un peu après, un peu pendant, ce qui fait que j'ai jamais ce plaisir d'avoir un livre à lire tranquillement dans la main, parce que je participe au choix avant et évidemment ensuite je les découvre quand ils sont terminés. Et pour ça, il faut avoir l'œil d'un éditeur, d'un artisan que vous êtes resté, Jacques Glénat. C'est un métier d'artisan. C'est sûr que ça ne peut pas être un métier industriel. Il faut s'occuper des auteurs, il faut les couver. Il faut les couver, tout à fait. Il trouve qu'ils ne sont pas assez couvés d'ailleurs, parce que c'est vrai que la bande dessinée s'est bien développée, qu'il y a aujourd'hui près de 5000 nouveautés par an qui sortent, ce qui est beaucoup. Et en même temps, vous êtes resté un artisan dans un monde où justement les industriels ont racheté des maisons d'édition, alors que bon, vous n'avez pas été racheté, vous avez même racheté des maisons d'édition, Jacques Glénat. Oui, on essaye de grandir en abritant ceux qui en ont besoin. C'est comme ça que la maison a grandi au fil du temps, seule, et aussi par l'adjonction d'autres petites maisons d'édition qui nous ont rejoints. Oui, des maisons de vie pratique, de beaux livres, d'albums de montagne sur la mer. Oui, parce que les grandes passions de la maison, qui sont donc en fait les miennes, c'est la bande dessinée, mais c'est aussi la mer, la montagne, et le vin et la gastronomie. Donc on ne reste que dans ces sujets-là, et on essaye d'être les meilleurs dans ces sujets-là. Et tout cela sans une formation juridique ou une formation administrative, Jacques Glénat, vous avez vraiment tout appris sur le terrain. On apprend sur le terrain en prenant des tuiles sur la tête. Au bout de moment, on a le crâne un peu plus solide. Et votre plus beau rachat, je crois, c'est un catalogue d'Albin Michel, parce que vous aviez débuté dans Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, d'ailleurs, qui s'appelait Charlie, parce qu'au départ, il ne pouvait plus s'appeler Harakiri, et que Charlie était le nom d'une maison d'édition, d'un journal des Peanuts qu'avait acheté le professeur Choron. Et vous avez débuté dans ce journal. Voilà, Wolinski m'avait engagé comme garçon de course. Et j'y écrivais une rubrique d'actualité sur la bande dessinée. Et puis j'ai vite abandonné les courses pour fonder ma petite maison d'édition. Mais quand il y a eu l'occasion, l'opportunité de reprendre chez Albin Michel ce grand catalogue de Wolinski, Reiser, Villemain et tous les autres auteurs, je l'ai fait avec plaisir, puisque nous les publions encore aujourd'hui, et je les ai évidemment accompagnés pour certains jusqu'à ce malheureux attentat où ils ont disparu. Et il y a aussi, je crois que c'est le plus grand succès de votre carrière, c'est 1986, vous partez au Japon pour vendre vos bandes dessinées, et puis on vous en propose d'autres, Jacques Glénat. Ben oui, je suis allé proposer mes BD au Japon, comme j'étais allé dans beaucoup de pays. Les Japonais m'ont gentiment éconduit avec des d'admiration pour me dire que c'était très bien, mais qu'ils n'en voulaient pas. Et par contre, ils m'ont mis dans les mains une BD magnifique qui s'appelle Akira de Monsieur Torayama, et j'ai décidé de la publier en français. Puis ensuite on a fait Dragon Ball, ensuite on en a fait beaucoup. Akira, c'est sorti, ça a été un bide au départ, Jacques Glénat. Ça a été un bide au départ parce que je voulais imposer ma façon de voir les choses, et ça n'a pas bien marché. On était allé dans les kiosques comme font les Japonais aussi, beaucoup en magazine, et en fait Akira a trouvé sa voie dans les librairies avec des albums cartonnés plus traditionnels, comme les aiment les amateurs et les lecteurs de BD ici en Europe. Oui, et effectivement, à l'époque, les mangas n'intéressaient personne, et puis la télévision est arrivée avec cette série que vous venez de citer. Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Toute une génération connaît Dragon Ball, mais en même temps, vous l'avez édité au départ pour faire plaisir aux Japonais, sans imaginer que ce serait un immense succès, Jacques Glénat. Oui, j'étais un garçon bien élevé, je ne pouvais pas repartir les mains vides. Je leur ai dit, allez, on va publier ça, on va essayer. Le problème, c'est celui que vous venez d'évoquer avec les dessins animés à la télévision, c'est que les dessins animés sont assez... comment dirais-je, vulgaire, beaucoup de bagarres, et donc les parents voyaient les enfants regarder ça à la télévision et trouvaient du coup que Dragon Ball c'était pas bien, alors que nous on publie l'édition originale avec l'histoire originale qui est magnifique, qui est une quête comme les Japonais savent bien en écrire, et qui n'a rien à se reprocher. Ça m'a valu beaucoup de soucis, une interdiction en Belgique, enfin
pas mal de problèmes avec les parents, les magazines féminins qui interdisaient de lire Dragon Ball. Heureusement, tout ça est bien passé. Nous en avons vendu, je crois, à peu près 30 millions d'exemplaires, ce qui montre que c'est un succès populaire mérité. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et aujourd'hui, on réédite encore Dragon Ball dans des versions nouvelles, sans compter qu'il y a une suite qui est publiée depuis quelques temps. Mais il faut savoir qu'effectivement, au départ, les séries japonaises à la télévision n'intéressaient personne. Quand Goldorak est né en 1978, Jacqueline Joubert voulait le diffuser dans Récréa 2. Interdiction de la direction. Elle a obtenu que pendant l'été, quelques épisodes soient diffusés. Le succès a été tel que c'est parti ensuite. Et Dorothée, avec Jean-Luc Azoulay, a ensuite imposé des dessins animés qui ont fait la fortune du Club Dorothée. Tout à fait. Et donc, les mangas ont profité de cette mode, comme les mangas ont profité de la mode japonaise vestimentaire, des sushis et de tous les produits japonais qui aujourd'hui sont regardés par les jeunes avec plus de passion que les produits américains. Et grâce à vous, tous les éditeurs de France ont fait le voyage au Japon. Jacques Lénard. Ah, les avions ont été pleins régulièrement de tous les éditeurs qui, évidemment, se sont dit, moi aussi, je vais publier des mangas. Bon, ça n'empêche pas que nous avons une position de leader privilégiée chez Glénat sur ce domaine, mais ça a apporté vraiment presque une vogue de lecture de mangas en Europe, vraiment, qui aujourd'hui représente peut-être 40% du marché de la bande dessinée. Oui, alors il faut savoir aussi qu'il y a une autre passion des Japonais qui est le chocolat. Et un dieu vivant qui s'appelle Jean-Paul Evin, et un jour un éditeur que je connais a fait une photo en France avec Jean-Paul Evin, est allé au Japon pour signer un manga, et voyant qu'il était en photo avec ce chocolatier, il a signé tout de suite sans regarder. Ah ben oui, ils sont passionnés par le chocolat français, tout à fait. Il y a aussi une chose, c'est que grâce à vous, ou à cause de vous, Jacques Lénat, les adolescents ont commencé à lire des BD de gauche à droite et réciproquement. Oui, au début, j'ai publié les mangas dans le sens de lecture normale, c'est-à-dire de gauche à droite, et puis les éditeurs japonais sont venus en délégation me dire, mais vous savez, monsieur Glénat, nous, quand on va voir la Joconde au Louvre, on la regarde pas dans une glace à l'envers. Donc une œuvre d'art, ça doit se respecter, c'est de droite à gauche, vous devez publier de droite à gauche. Bon, ils ont simplement pas pensé que nous, les textes continuent à se lire de gauche à droite, donc vous avez un peu les yeux qui s'écartent quand vous lisez les images de droite à gauche et les textes de gauche à droite, mais apparemment, les adolescents n'ont aucun problème de lecture dans ce sens-là. Et vous avez également trouvé un système de jaquettes grâce à un magazine des années 60 qui a fait le bonheur des générations qui voulaient s'instruire autrement qu'à l'école, qui était Tout l'univers. Oui, c'est-à-dire que Dragon Ball avait un tel succès que dans les kiosques et les librairies, les gens ne trouvaient pas toujours tous les numéros. Alors on a fait une première série qui était blanche, puis une deuxième série qui était jaune, une troisième qui était, je crois, bleue ou verte, et ça permettait à chaque lecteur de se raccrocher pour acheter les exemplaires qui lui manquaient chez les libraires. Et puis, vous avez aussi réussi à convaincre Walt Disney de vous confier les albums de Mickey, les albums historiques, en allant les voir avec des journaux qu'il ne connaissait pas, Jacques Lénat. C'est-à-dire quand effectivement Disney France a trouvé qu'il n'avait pas de présence en librairie, ils ont fait un appel d'offres. Moi je suis venu me présenter et j'avais dans les mains ma collection du journal de Mickey 1934. Et donc en face de moi des jeunes qui ne savaient pas de quoi en parler, et ils se sont dit probablement que j'étais complètement cinglé et donc j'étais le bon éditeur pour publier Mickey. Donc depuis quelques années nous avons remaquetté, représenté, retraduit, lettré toutes les œuvres originales de Mickey et Donald depuis l'origine, depuis 1928, qui sont publiées dans des belles intégrales qui mettent à disposition du public la totalité de l'œuvre de Disney. Et puis, l'appétit vient en mangeant, donc j'ai demandé à Disney, pourquoi on ne ferait pas raconter des histoires de Mickey et Donald par nos propres auteurs européens à la place des auteurs américains. Donc ça a été très long à négocier, c'était un peu nouveau dans leur esprit, et c'est comme ça que nous avons fait travailler des Loisel, des Causet, des Keramidas, Trondheim, des grands auteurs qui ont raconté Mickey à leur façon pour le grand bonheur de tout le monde. Il faut savoir que Mickey au départ le journal a été édité en Italie, Topolino. Paul Vinclair a fait le journal français alors que Disney n'y croyait pas. Walt Disney pensait qu'on faisait des strips le dimanche et que ça s'arrêtait là. Oui, c'était un journal hebdomadaire rassemblant les pages hebdomadaires, mais aussi ce qu'on appelle aux États-Unis les daily strips, les strips de tous les jours. Et ça a révolutionné la presse pour enfants en France en 1934, qui était une presse, on va dire, plutôt bien pensante, catholique et pas moderne du tout. Ça a créé vraiment un élan de lectorat extraordinaire dans les années 30. Et lorsqu'on va dans votre bureau à Grenoble, on voit des Bruegel, des Gustave Doré. C'est assez étonnant car vous avez des œuvres d'art
Et vous avez créé une fondation Glénat. On a créé une fondation avec les enfants pour protéger tout cela et s'assurer de la pérennité de ces collections. Et je m'intéresse beaucoup à la peinture ancienne parce que parfois, elle raconte vraiment des histoires. C'est vrai que les tableaux des maîtres flamands racontent souvent des histoires comme on en raconte dans la bande dessinée. Et pour moi, la peinture et la bande dessinée, c'est la même chose. D'ailleurs, Druet et Tardy et quelques autres considèrent Gustave Doré comme un maître. Mais oui, ça a été un grand peintre, un grand caricaturiste, presque un journaliste de son temps, qui a, on peut pas dire qu'il est l'ancêtre de la bande dessinée, mais en tout cas, il a collaboré à la création de la BD. Ce qui est étonnant quand on connaît votre parcours, Jacques Glénat, c'est que l'an dernier, il y a 2 ans, l'Université de Liège vous a consacré un mémoire, un colloque. C'est étonnant. Oui, j'ai même pas osé aller au colloque parce que c'était très gênant de voir des gens qui venaient d'ailleurs du Canada, de tous les pays, faire un colloque sur le fanzine que j'avais créé. Je me demande bien ce qu'ils se sont racontés pendant 2 jours. Ça devait peut-être être intéressant. J'ai pas eu les actes du colloque pour le vérifier. En tout cas, vous continuez, vous avez conservé votre indépendance, ce qui est rare. Il n'est pas question d'arrêter. Vous continuerez à publier encore des centaines d'albums et plus que ça, Jacques Glénat. Bien sûr, c'est une passion, ça ne s'arrête pas. Et puis, même si ça fait 50 ans que je fais ça, je le fais toujours avec la même passion et j'espère que mes enfants continueront à le faire aussi. Oui, car c'est un travail familial aujourd'hui. C'est une maison familiale et donc j'ai la chance que 2 de mes 3 enfants, 2 filles, continuent ce métier et j'espère le continueront longtemps. Et à Grenoble et pas à Paris comme d'autres? Alors, à Grenoble et à Paris, les deux, parce que vous savez bien que le monde de l'édition est très parisien, mais à Grenoble, on est bien, on fait du ski, on fait des livres de montagne, et puis on réfléchit tranquillement. Et c'est à Grenoble, près des montagnes, que vous êtes justement arrivé au sommet. Je recommande, si on le trouve, ces 50 ans d'édition Glénat, qui résume ce parcours, Jacques Glénat, pour les collectionneurs et les passionnés, et puis continuer ainsi sans jamais rien changer. Merci. Merci à vous et on va se retrouver, je suis sûr, pour d'autres histoires et d'autres albums dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaie comme tous les jours. Ensuite, ce seront Trina McDean et les vraies voix de Sud Radio avec Christophe Bordet, Philippe David et les autres. Et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.